Il a été pendant 47 ans la représentation de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, le 43e bataillon d'infanterie marine, plus connu sous le nom de 43e BIMA, n'est plus. Comme l'a annoncé le président Alassane Ouattara au soir du 31 décembre dernier, la base militaire de Port-Bouët est désormais le camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin, et ce suite à son passage sous commandement ivoirien. Une rétrocession qui s'effectue dans un contexte géopolitique nourri de tensions, ce qui ne manque certainement pas de faire couler de l'encre. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Monsieur Alafé Ouakili, directeur de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Monsieur Alafé, bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avant de répondre à nos questions, je vous propose de regarder une courte vidéo. Vous avez employé des expressions comme indépendance, comme néocolonialisme. Bon, c'est des mots qui vous engagent. Hein. Je ne pense pas que le retrait de l'armée en Côte d'Ivoire soit une manœuvre de lutte contre le néocolonialisme. C'est une nouvelle étape de la coopération. Et d'ailleurs, le Tchad a eu beau jeu de rappeler que le départ de l'armée française du pays n'a rien à voir avec les départs de l'armée française dans les pays AES. Donc, chacun emploie son mot et ses éléments de langage. Il est important de préciser cela et dire que les préoccupations ne sont pas identiques. Monsieur Alafé, on vient de voir répondre à un confrère de la chaîne Russia Today France sur le fait que la rétrocession du camp militaire d'Abidjan, ex-43e BIMA, n'avait rien à voir avec l'idée de s'inscrire dans un mouvement de lutte contre un soi-disant néocolonialisme. Pourquoi on essaye, selon vous, d'insinuer cette idée que la France se fait éjecter de partout, y compris de la Côte d'Ivoire? C'est un narratif qui arrange certains courants de pensée. Donc, il était important de dire qu'il n'en est rien et que le départ de l'armée française dans un certain nombre de pays a des motivations, des réactions, des arrière-pensées qui ne sont pas identiques. Et en fonction des pays, il faut voir de quoi il s'agit. Et aussi, ce n'est pas une lutte anticoloniale, ce n'est pas le départ d'une armée néocoloniale. Et il était important de ne pas laisser ce narratif prospérer. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer et qu'on essaie peut-être de continuer de faire. Effectivement, c'est le cas. On a vu dans les pays voisins, le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, que la décision du départ des troupes françaises était pour le moins unilatérale, je dirais. Le Sénégal et le Tchad ont eux aussi annoncé le départ des troupes étrangères cette année. Alors, quelle différence de nature existe-t-il entre ces façons de faire des pays de l'AES, le Tchad, le Sénégal et bien évidemment la Côte d'Ivoire? Dans les pays AES, il faut savoir que ça intervient dans un environnement politique qu'on connaît. Il y a eu des coups d'État contre lesquels la France a donné sa position. La France n'a pas approuvé. La France soutient la CEDEAO pour demander le retour à une vie constitutionnelle et démocratique normale. Ces régimes ne sont pas d'accord. Donc la France est perçue comme un pays hostile. Ce n'est pas un pays allié et elle devient un pays gênant. Donc, il décide de faire partie de la France. Voici ce contexte. Il n'y a pas d'autre chose. Il aurait peut-être aimé voir la France soutenir la transition et leur coup d'État, ce qui n'a pas été le cas. C'est dans ce contexte que la France part. Au Sénégal, ce n'est pas pareil. Vous m'excusez. Pas de souci. Au Sénégal, ce n'est pas pareil. Il y a un nouveau régime démocratique qui s'installe et qui pense que le peuple a besoin d'exercer sa souveraineté, qui demande le départ de la France. Ça va se négocier, on observe. Pareil, en Côte d'Ivoire, c'est différent. Et une autre étape, une nouvelle étape de la coopération en tenant compte des réalités nouvelles. Donc voilà un peu l'environnement et le contexte. Et le Tchad? Le Tchad, c'est la même chose, c'est des départs concertés, négociés, ce n'est pas dans l'hostilité. Et le Tchad a beaucoup insisté sur le caractère fraternel de réexamen de la coopération et non sur le caractère d'hostilité. Alors, est-ce que cette rétrocession, elle pourrait inciter d'autres pays d'Afrique à revoir leurs accords de défense avec la France? Oui, bien sûr, ça peut le faire, ça peut se faire, mais il est plus important de souhaiter que les pays africains aient les moyens de leur souveraineté, de leur indépendance. Quand on voit ce qui se passe en RDC, quand on a vu ce qui s'est passé à l'époque même au Tchad, c'est bon d'être souverain, c'est bon de faire partie de l'armée française ou toute autre armée, mais il est surtout plus important de s'équiper,
d'avoir les capacités opérationnelles pour sauvegarder ses frontières et lutter contre le terrorisme. Voilà le vrai enjeu. Le vrai enjeu, ce n'est pas de faire partie de l'armée française pour la remplacer par des mercenaires, que ce soit russes ou roumains, en RDC ou d'autres pays. Le vrai enjeu, c'est d'avoir les capacités propres. Et le vrai enjeu, ce n'est pas de faire partie de l'armée française ou armée étrangère ou les mercenaires, et puis faire venir des armées africaines comme les Sud-Africains, en RDC, l'Ouganda, comme à l'époque au Mali, des armées ONU. C'est ça le fond du problème. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à avoir ces indépendances sans base solide, comme on a eu l'indépendance politique sans indépendance économique. Si on continue à aller dans la même logique, on aura des souverainetés militaires factices qui ne mettront pas nos pays à l'abri du terrorisme et puis des situations comme ce qui se passe au Nord Kivu. Alors, on reviendra sur la présence russe en Afrique, mais j'aimerais rester dans le contexte français. Le président Macron a fait comprendre que la politique de fermeture des camps militaires français fait aussi partie intégrante d'une réflexion de la France sur la manière de coopérer sur le plan sécuritaire en Afrique. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, les armées se modernisent. Les troupes au sol interviennent de moins en moins. La guerre devient électronique, la guerre, les combats avec les grands moyens, la surveillance, etc. Les troupes au sol interviennent de moins en moins. Donc, lorsque l'on a des grands moyens technologiques, des grands moyens avec l'intelligence artificielle qui arrivent, les armées ne peuvent pas échapper à la restructuration. Donc, il faut anticiper. Il y aura de moins en moins d'hommes, il y aura peut-être de moins en moins de bases et de plus en plus de moyens militaires et des coopérations militaires moins visibles. Donc, cette réflexion a été entamée, elle se poursuit et on ne peut pas penser que tout ce qui se passe est totalement surprenant, en dehors peut-être des cas du Mali. Dans tous les cas, les opérations entamées depuis le temps du président Macron, les armées étrangères qui sont allées au Mali, elles n'ont pas vocation à s'éterniser, elles n'avaient pas vocation à rester. On peut simplement constater que peut-être avec le régime de transition et les régimes putschistes, les départs ont été précipités, mais dans tous les cas, ce n'est pas la base originelle de ces pays. Et même si le 43e BIMA a fait 47 ans en Côte d'Ivoire, s'il était évident qu'un jour, le 43e BIMA s'en irait, parce que si la Côte d'Ivoire a 1000 ans demain, le 43e BIMA ne peut pas rester 1000 ans. Et même, peut-être quand la Côte d'Ivoire aura 1001 ans, le 43e BIMA serait allé à l'an 1000. Tôt ou tard, il fallait bien que ça prenne fin. Et vous avez vu que l'ONU est partie, les Nations Unies sont parties depuis très longtemps. Et il y a eu un processus de diminution des effectifs de l'armée française. Donc, c'est normal que cette réflexion ait démarré. Et puis, c'est normal qu'il y ait eu des réserves de part et d'autre, que les uns et les autres se soient dit, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu encore? Donc, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la relation. Mais au Tchad, certainement au Sénégal, et puis maintenant en Côte d'Ivoire, et puis un peu plus tôt au Mali, au Niger, dans le contexte que l'on sait au Burkina, où il n'y en avait pas vraiment, ils se sont dit, bon, ça suffit, il faut partir. Dans ce contexte, quel sera le schéma futur des relations sur le plan sécuritaire de la France avec ses anciennes colonies françaises? Avec ses anciennes colonies, pardon. Oui, bon, avec ses anciennes colonies, la coopération, d'abord, elle n'est pas fusionnelle, c'est vrai, avec les pays AES. Il y a des tensions, il y a un contentieux, il y a un lourd contentieux qui est lié à la nature de ces régimes. La France estime que ce ne sont pas des régimes démocratiques. Eux, ils estiment que la démocratie est un luxe occidental. Au-delà de la France, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui estime qu'il est temps de sortir de la transition pour arriver à un régime constitutionnel et démocratique. Telle est la position de la CEDEAO. C'est une position légitime. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vraiment c'est une position légitime. Et eux qui estiment qu'ils sont souverains, qu'ils sont soutenus par leur peuple, ne perdront rien à créer les conditions de l'expression de cette souveraineté-là, en dehors des manifestations des rues, en dehors de la pression sur l'opposition politique et la société civile. Quand on prétend être soutenu par le peuple, quand on prétend avoir la légitimité nécessaire, on n'a pas peur des urnes. On n'a pas peur des urnes. On ne transforme pas les élections en un luxe démocratique.
C'est le dessous du contentieux. C'est tout dans ces pays-là. Et au Sénégal, on peut penser que le nouveau régime peut avoir le sentiment de n'avoir pas été trop soutenu quand ses leaders étaient dans l'opposition. Donc, on peut vouloir régler quelques comptes sous prétexte de satisfaire une aspiration souveraine et populaire. En dehors de cela, le Tchad peut, pour masquer éventuellement aussi un certain nombre de procédures en France, jouer la carte populiste et souverainiste. Donc, il y a toujours des arrière-pensées, des dessous qu'il ne faut pas exclure. Mais pendant ce temps, on dit que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. On ne peut pas vouloir avoir des relations avec tout autre pays, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et puis se couper de la France, qui est quand même un pays qui compte. Et donc, la relation sera normale, comme avec tout pays, sans privilège pour la France, mais sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, aussi militaire, en termes de partage d'informations, de renseignements, il y aura des relations, peut-être un strict minimum, mais c'est dans l'ordre des choses qu'il y ait ce type de relation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une rupture totale avec le Tchad, le Sénégal. Et d'ailleurs, on a vu que le président français, le nouveau président sénégalais s'est rendu à plusieurs reprises en France. Bassirou Diomaye Faye. Voilà, dans un schéma de coopération normale et entre deux pays qui se respectent indépendants. Et malgré cela, ils ont annoncé la rupture, le départ. Et je me dis que quand on a des si bons rapports, ça sert à quoi de vouloir jouer la carte de l'unilatéralisme quand deux présidents se rencontrent? Donc, ils ne se disent rien. À deux reprises, à plusieurs reprises, ils ne se sont rien dit. Et puis un matin, secrètement, comme a dit le Premier ministre, le Sénégal décide de faire partie de l'armée française. Donc, à quoi ça sert que les chefs d'État se rencontrent sans aborder des questions qui engagent les relations entre leurs deux pays? On veut nous servir le narratif que les présidents Macron et Bassirou Diomaye Faye se sont rencontrés ou parlé à plusieurs reprises sans rien dire de bon, sans même qu'il y ait l'intention de dire, bon, bientôt, je pense qu'il est temps que l'armée française s'en aille. Et puis un matin, au nom de la souveraineté du Sénégal, d'après le Premier ministre, un matin, le Sénégal décide, bon, paf, armée française, allez-y, sans discussion, sans prévenir. Bon, si c'est ça la démocratie, si c'est ça la souveraineté, dont acte. Mais le cas ivoirien et même tchadien n'est pas pareil. Le Tchad a passé son temps à faire une explication de test, à dire que le départ de l'armée française, c'est une nouvelle étape de la coopération et c'est dans un cadre de coopération et non que la France est en train d'être chassée. Le Tchad a expliqué cela sereinement pour apaiser, pour rassurer et je pense qu'il faut en prendre acte et je pense que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette vision-là. Alors dans ce contexte-là, comment on allie souveraineté, désir de souveraineté et une relation plus égalitaire? Et là, je parle du point de vue de la France. Comment allier ces deux intérêts-là? Parce que vous l'avez dit, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Comment on joint ces deux intérêts-là du point de vue français? Mais dans tous les cas, il faut d'ailleurs comprendre qu'on a un monde interdépendant, connecté. Et même la notion de souveraineté reste relative aujourd'hui par rapport aux enjeux économiques, aux enjeux financiers, par rapport aux échanges, par rapport au multilatéralisme, un certain nombre de choses, à la mondialisation, aux services partagés comme Internet, la surveillance des informations, les partages, la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est la coopération qui se fait. Chacun vient avec ses arguments, ses atouts, ses conditions, et puis on discute et on essaie de trouver la meilleure formule dans l'intérêt de chaque pays. Il n'y aura pas une situation spécifique pour la France, des privilèges spécifiques. Et vous voyez d'ailleurs qu'au niveau économique, en Côte d'Ivoire, la France n'est pas particulièrement privilégiée en termes de projets, en termes de travaux, et la France n'est plus le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, au-delà des clichés. Mais on partage des choses, on partage une histoire, on partage la colonisation, on partage des dirigeants qui ont eu des relations fortes avec la France, mais aussi des moments de désaccord avec Houphouët-Boigny. Tout n'a pas été toujours rose. Donc, il y a cette histoire, il y a le français, il y a beaucoup de choses, mais on veut s'assumer, on veut passer à une autre étape, et c'est tout à l'honneur
des deux pays de le comprendre et puis d'avancer dans ce sens-là, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. C'est sur ces mots que la première partie de cet entretien prend fin. Nous revenons après une courte pause.